Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'étude de texte. On va expliquer un extrait du deuxième chapitre du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné. Il commence par la phrase suivante. Tout à coup, le président qui n'attendait que l'avocat, jusqu'à je leur trouvais des airs de fantôme. Et c'est un texte situé à la fin du deuxième chapitre. Maintenant, on passe au texte. Voici notre texte. Il est composé de deux parties de deux pages. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement le texte, expliquez les mots difficiles, répondez aux consignes et aux questions suivantes. D'abord, situez le texte par rapport à l'œuvre. Par la suite, répondez aux questions suivantes. Qui parle? À qui? De quoi? Où? Quel est le type de ce texte? Quels sont les personnages du texte? Maintenant, on passe à l'explication de la première partie du texte. Voici la première partie de notre texte. On commence par la situation. Situer le texte par rapport à l'œuvre. Quand on vous demande de situer le texte par rapport à l'œuvre, il faut construire un petit paragraphe où vous citez les événements précédents. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà vu dans le premier chapitre? Quels sont les événements qui doivent figurer dans notre situation? Euh, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? À la prison de Bicêtre, un homme est condamné à mort depuis 5 semaines. La pensée de son exécution ne cesse de le tourmenter, de le faire souffrir. La pensée de son exécution, comme on a déjà vu dans le premier chapitre, l'obsède, le fait souffrir. Ici, dans le deuxième chapitre, le narrateur, qui est le condamné à mort, bien sûr, il revient en arrière, donc il fait un retour en arrière, il revient sur les 3 jours qu'a duré son procès. Et ici, il nous raconte le moment du verdict. Donc le narrateur, il fait un retour en arrière. D'accord? Qui a prononcé le verdict? Selon ce texte, qui a prononcé le verdict? Regardez la phrase, une phrase à la 4e ligne, qui commence à la 4e ligne. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict. Donc ici, qui a lu le verdict? C'était le greffier. Le greffier, c'est un officier de justice qui a pour mission de tenir les registres, d'écrire des rapports et de garantir le bon déroulement des débats dans un tribunal. Donc c'est lui qui a lu le verdict. Nous, lecteurs, on sait bien de quel verdict il s'agit. Bien sûr, c'est la condamnation à mort, c'est la peine capitale. Mais le narrateur ne dit pas immédiatement et d'une façon directe à quelle peine il vient d'être jugé. Il ne dit pas d'une façon directe qui va le dire d'une façon directe. C'est la foule qui l'indiquera par la suite. C'est la foule qui dira à quelle peine le narrateur avait été jugé d'une façon directe. Donc ici, on a une annonce de la condamnation à mort, mais c'est une annonce indirecte. Le narrateur ne dit pas immédiatement et directement à quelle peine il vient d'être jugé. Et le narrateur ici, il emploie des mots qui n'ont pas un sens précis. Il emploie le mot verdict, il emploie le mot peine, déclaration, par la suite arrêt. Donc on ne parle pas de peine capitale. Donc on parle de verdict, de peine, de déclaration, d'arrêt. Et tous ces mots, ce vocabulaire qu'on emploie, donc c'est un vocabulaire qui reste sans contenu précis. Donc le narrateur ne dit pas à quelle peine il vient d'être jugé d'une façon directe, mais c'est la foule qui l'indiquera par la suite. Mais qu'est-ce qui montre la gravité de la peine? Même si le narrateur ne dit pas à quelle peine il vient d'être jugé, mais le lecteur, en tant que lecteur, nous savons bien, très bien que la peine était grave. Qu'est-ce qui montre la gravité, l'extrême gravité de la peine? Donc ce sont les réactions du narrateur qui montrent l'extrême gravité de la peine. Je vais vous lire une phrase. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Donc la sueur, c'est un liquide odorant, ou plutôt malodorant, salé qui sort des pores de la peau. C'est ce qu'on appelle en arabe l'araq. Une sueur froide, araq barid, sortie de tous les membres du narrateur. Donc cette sueur qui s'empare du narrateur est un indice révélateur qui marque l'extrême gravité de la peine. Donc ici, nous avons affaire à des réactions physiques. Donc,
Qu'est-ce qui marque ces réactions physiques? Ce sont les phrases qui sont surlignées en vert. Nous avons une autre phrase. Rien ne me vint. Le narrateur, il voulait parler à son avocat, mais rien ne lui vint. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Ma langue resta collée à mon palais. Le palais, ça veut dire la partie supérieure de la bouche. C'est ce qu'on appelle en arabe le hanak al-a'la. Ça veut dire il ne pouvait pas parler. Il devient aphasique. L'aphasie, c'est la perte de la faculté de parler. فقدان القدرة على الكلام. Donc il devient aphasique. On va le voir par la suite. Donc ces phrases qui sont surlignées en vert, ce sont des phrases qui marquent les réactions physiques du narrateur et bien sûr qui se montrent comme un indice de l'extrême gravité de la peine en quelque sorte. Ces réactions, ils deviennent ensuite intellectuelles. J'aurais eu moi tout à dire. Donc il a beaucoup de choses à dire, mais le pauvre, il ne pouvait pas parler. Il a perdu, c'est comme il a perdu l'usage de la parole. Je compris qui, donc qui, ça veut dire que son avocat, il, ça remplace l'avocat. Il comprit que son avocat il cherchait à atténuer la déclaration du jury. La déclaration du jury, ça veut dire la peine capitale. Il cherche à l'atténuer en quoi? Et à mettre dessous l'autre peine. L'autre peine, ça veut dire les travaux forcés. Celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Ça veut dire ici, l'avocat du narrateur, il voulait changer la peine capitale en une autre peine, à savoir les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à vie. Mais le narrateur n'avait pas accepté la proposition de son avocat. Donc voilà donc que je compris que ici ce sont cette phrase ça marque la réaction intellectuelle du narrateur. Par la suite les réactions ils deviennent affectives. Et ce sont les phrases qui sont surlignées en violet qui montrent sa réaction affective et émotionnelle. L'indignation fut bien forte. L'indignation c'est un sentiment de colère causé par une injustice ou par une action qui heurte la sensibilité et la conscience morale. Donc ici, vous avez affaire à des réactions affectives. Voilà donc ici, ce sont les réactions qui montrent la gravité de la peine. Même si le narrateur n'avait pas dit d'une façon directe à quelle peine il vient d'être jugé, mais ces réactions, donc ils sont là comme un indice révélateur de l'extrême gravité de la peine. Pour nous raconter ce moment du verdict, le narrateur il a utilisé un champ lexical. Lequel à votre avis? Donc il a utilisé un champ lexical de la justice. Vous avez le président, le verdict, donc les mots qui appartiennent à ce champ lexical. Vous avez le président, le verdict, la peine, le greffier, le tribunal, déclaration et ainsi de suite. Donc ce sont des mots qui appartiennent au champ lexical de la justice. À votre avis, il s'agit de quel type de texte? Donc c'est à la fois un texte narratif et descriptif. Narratif parce que le narrateur, il raconte ce moment, à savoir le moment de la prononciation, de la déclaration de la peine capitale, mais aussi il s'agit d'un texte descriptif parce que le narrateur, il nous décrit ses sentiments, il nous décrit ses réactions, à la fois physiques, intellectuelles et affectives. Maintenant, on passe à la deuxième partie du texte. Voici la deuxième partie de notre texte. On a déjà dit que l'avocat du narrateur, elle plaide pour une autre peine. Ça veut dire qu'il voulait changer la peine capitale en une autre peine, à savoir les travaux forcés à vie, les travaux forcés à perpétuité. Mais le narrateur n'avait pas accepté la proposition de son avocat. Et regardez les phrases qui sont surlignées en rouge. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort, mais la laine m'en manqua. Plutôt 100 fois la mort, cette phrase exclamative, vous avez dans cette phrase exclamative l'adverbe plutôt qui marque la préférence. Ça veut dire que le narrateur, il préfère 100 fois la mort que d'être condamné aux travaux forcés à vie. Mais la laine m'en manqua. La laine, ça veut dire le souffle de la respiration. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler. C'est comme il devient aphasique.
L'aphasie, ça veut dire la perte de la faculté de parler. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Donc ici, la tension dramatique du récit atteint son paroxysme. Le mot paroxysme, regardez ce mot-là, le mot paroxysme, donc ça veut dire le degré le plus élevé, le point le plus élevé. Donc la tension dramatique du récit, elle atteint son paroxysme et les réactions du narrateur vont crescendo. Crescendo, ça veut dire elles vont en croissant, en augmentant. Donc les réactions, elles vont crescendo et le choc, elle est tellement extrême que le narrateur devient aphasique. Aphasique, ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Il a perdu l'usage de la parole, la faculté de parler. Voici, l'aphasie, c'est la perte de la faculté de parler. Alors, on a déjà dit que le narrateur ne dit pas précisément et d'une façon directe à quelle peine il vient d'être jugé. Mais qu'il l'avait dit, c'est la foule. Condamné à mort, dit la foule. Condamné à mort, dit la foule. Donc c'est la foule qui a prononcé, qui a déclaré la peine d'une façon directe et claire. Condamné à mort, dit la foule. Et tandis qu'on menait tout ce peuple, ça veut dire la foule, se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Donc, la prononciation de la peine ou la déclaration de la peine capitale a provoqué chez le narrateur un effondrement intérieur, inhiyar dakhili, de façon à ce que le narrateur compare cet effondrement comme le fracas d'un édifice qui se démolit, le fracas d'un bâtiment qui se démolit. هنا السارد شبه انهياره الداخلي كانهيار بداية كبناية تنهدم أو تنهار. Donc avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Donc la prononciation, la déclaration de la peine capitale a provoqué chez le narrateur un effondrement intérieur, mais aussi il a provoqué une révolution intérieure. Et le mot révolution ici, il faut le comprendre avec le sens du changement du tout au tout. Ça veut dire un changement radical. Il s'agit d'un changement radical. Il s'agit d'un changement radical. Aussi, il a provoqué une rupture entre un avant et un après. Ça veut dire le moment avant la condamnation à mort et le moment après la condamnation à mort. Il y a une opposition entre ces deux moments. Et qu'est-ce que le marque? Ce sont les mots qui sont écrits ici en vert, les indicateurs qui sont écrits en vert et surlignés en gris. Jusqu'à l'arrêt de mort s'oppose à maintenant. Jusqu'à l'arrêt de mort, ça veut dire avant l'arrêt de mort, avant la peine capitale, le narrateur se sentait respirer, palpiter, son cœur battait, il vivait au milieu des hommes comme tous les humains. Mais maintenant, tout avait changé. Maintenant, je distingue clairement comme une clôture, il y a une clôture entre le monde et moi. Maintenant, il distingue qu'il y avait une rupture entre lui et le monde des vivants. Donc, la déclaration de la peine capitale a provoqué chez le narrateur une révolution, une rupture entre deux moments et deux mondes, le moment d'avant et le moment d'après, ça veut dire le moment d'avant, avant la peine capitale et le moment après, et aussi une rupture entre le monde du narrateur ou entre le narrateur et le monde des vivants. Rien ne m'apparaissait plus sur le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. Donc, la déclaration de la peine avait tout changé chez le narrateur. À son arrivée au palais de justice, donc, il voyait les choses de bon augure. Donc, les fenêtres lui paraissaient lumineuses, le soleil lui paraissait beau, le ciel lui paraissait pur, la fleur était jolie. Mais maintenant, tout avait changé. Toutes ces choses qu'il voyait d'un bon regard, donc maintenant, il lui paraissait blanc, pâle, de la couleur d'un linceul. Le linceul, c'est un drap de toile blanc dans lequel on enveloppe l'homme à mort. C'est ce qu'on appelle en arabe le kafan. Donc ici, le narrateur
il a réinterprété donc le monde, il voyait les choses d'un regard, d'un autre regard, avec un autre regard, avec une autre perspective. D'accord? Même les hommes, il les voyait avec un autre regard. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Même les humains, ils lui paraissaient comme des fantômes. Donc ici, vous avez les effets de la déclaration de la peine capitale sur l'état d'âme du narrateur. Donc tout avait changé dans le monde du narrateur et dans sa perspective. D'accord? Alors ici, il s'agit de quel registre? Nous avons affaire à quel registre? À quelle tonalité? On parle de fantôme, de linceul, donc de la mort. Donc c'est quel registre? Le thème de la mort, le thème des fantômes, on le trouve dans quelle tonalité? Donc nous avons affaire à une tonalité fantastique. Je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire le fantastique? Le fantastique, c'est l'intrusion du surnaturel dans un cadre réel. Nous avons ici le cadre réel, c'est le cadre du tribunal, du palais de justice. Nous avons un condamné à mort, ça c'est un cadre réel. Mais nous avons l'intrusion du surnaturel. Nous avons par exemple les fantômes, le linceul et tout cela. Donc ces hommes, ces femmes qui se pressaient en général sur ses pas, il les voyait comme des fantômes. Donc nous avons ici affaire à un registre fantastique. Mais nous n'avons pas uniquement affaire à une tonalité fantastique, nous avons affaire à une autre tonalité que nous avons déjà vue dans le premier chapitre. C'est laquelle? C'est la tonalité pathétique. Donc, la tonalité pathétique vient du mot pathos, du grec pathos qui veut dire souffrance. Ici, l'auteur, elle met l'accent sur les souffrances du narrateur pour inspirer la pitié des lecteurs, pour créer chez le lecteur, un sentiment de pitié, de compassion et d'attendrissement vis-à-vis du narrateur. D'accord? Voilà donc la deuxième partie de notre texte. Maintenant, à partir de cette explication, vous allez dégager les centres d'intérêt du texte ou ce qu'on appelle les axes de lecture. Ici, on va faire une lecture méthodique, mais par un détour, ça veut dire en se basant sur l'explication du texte. Voilà, je vous donne, arrêtez la vidéo, et prenez votre temps pour essayer de dégager les axes de lecture. Voilà, maintenant on passe aux axes de lecture. La situation, on l'a déjà vue. Détenu, ça veut dire emprisonné. Détenu depuis 5 semaines à Bicêtre, le prisonnier Je, qui est le narrateur, elle effectue un retour en arrière dans sa narration. Il revient sur les 3 jours qu'a duré son procès. Ici, il raconte l'instant du verdict. Le verdict, ça veut dire la sentence, le jugement définitif. Les axes de lecture, ce que nous avons déjà vu, qui concerne la tension dramatique du récit, qui atteint son paroxysme en parlant bien sûr des réactions à la fois physiques, intellectuelles et affectives. Voilà, pour ceux qui veulent voir les axes en détail, ils peuvent lire ce que nous avons déjà expliqué auparavant. Voilà, donc nous avons par la suite la violence des émotions et des sensations du narrateur. Les sensations et les émotions sont tellement violentes que le narrateur devienne aphasique. Ça veut dire qu'il a perdu la faculté de parler, comme on a déjà vu. Le deuxième axe de lecture, ce serait le fait de basculer. Le narrateur, il bascule dans un univers fantastique. Il se sentait étranger au monde des vivants de façon à ce qu'il voit les choses d'un autre regard et d'une autre perspective. Et nous avons ici donc l'ouverture sur un monde ou sur l'univers fantastique. C'est la fin de notre analyse. Merci pour votre attention.
Donc, si vous voulez voir les axes en détail, donc arrêtez la vidéo et vous pouvez lire attentivement ce que nous avons déjà expliqué auparavant. Merci pour votre attention.